Élite Science, la science autrement. Les gars, j'espère que vous allez bien, les élèves de Terminal S. Voilà, donc on vous salue, encore une fois. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Élite Science. Voilà, la science autrement, comme on a l'habitude de vous le dire. Les gars ont l'habitude de faire des Black Friday. Voilà, donc, gars, mais nous, ici, les vendredis, nous ouvrons notre laboratoire. Donc, dans maintenant, le nouveau concept qu'on vous propose qui est, voilà, donc FSL, c'est-à-dire Friday Science Lab. Donc, chaque vendredi maintenant, nous allons ouvrir ce laboratoire donc, et traiter d'un cas. Ce sera soit donc des synthèses de cours comme pour aujourd'hui, ou bien donc nous essayerons voilà donc d'éclater un exercice, voilà donc quelque chose de bien intéressant. Voilà donc je te demande, si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Donc abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire et aussi un like si tu as aimé donc cette synthèse. Maintenant, comme on vous l'a proposé, donc ce jour aujourd'hui, on vous apporte donc voilà une synthèse sur l'application des bases de la dynamique. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi, il y a d'autres vidéos qui sont déjà disponibles. Voilà, comme la dynamique des fluides. Donc, je ne l'ai pas traité ici parce que la vidéo est déjà dispo. Il y a un bon exercice sur ça. Donc, je l'ai indiqué hier sur le post. De notre côté aussi, si vous allez sur la chaîne, donc vous avez ici playlist cours, bon pas cours mais plutôt la playlist Exo TS2, Exo PC TS2, vous allez retrouver donc beaucoup de vidéos. De la même façon aussi, si vous allez sur la playlist cours, vous allez retrouver beaucoup de vidéos. Donc ici, on va juste voilà, donc sur cette synthèse, on va se concentrer sur les choses qui n'ont pas encore été faites. D'accord. Allez, donc aussi tamit, bon, je te rappelle de, voilà, essayer de voir toute la vidéo, la vidéo c'est comme ça que quand même, voilà, donc tu vas pouvoir en profiter, d'accord? Allez, donc on y va pour cette première partie qui concerne le plan incliné et les systèmes articulés. Donc là, d'abord, on va commencer par rappeler comment il faut effectuer une étude dynamique. Parce que aussi, les gars, quand on a vu la cinématique, on a vu que la cinématique, en fait, ce n'est rien d'autre que l'étude du mouvement d'un corps, mais sans tenir compte des causes. Maintenant, avec la dynamique, on tient compte des causes, c'est-à-dire, on va voir en fait que ce sont ces causes-là qui sont à l'origine des paramètres cinématiques. C'est à cause des forces, donc, ou bien, ouais, c'est à cause des forces parce que les causes, généralement, ce sont les forces. On est d'accord. Parce que ce sont les forces qui causent les mouvements. Quand un corps bouge, c'est toujours sous l'action d'une force. Ces forces-là vont être à l'origine des paramètres cinématiques. C'est-à-dire ce sont ces forces qui vont nous permettre d'avoir l'accélération, la vitesse, ou bien voilà, donc chose comment s'appelle la position. Et si on a l'accélération et la vitesse, automatiquement, on voit que ça va influer sur la position parce que généralement, si le mouvement est rectiligne, la vitesse est constante et cette vitesse-là, elle est causée par quelque chose. Et si l'accélération est constante aussi, donc cette accélération-là est causée forcément par quelque chose. Donc pour faire une étude dynamique, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut préciser le système à étudier. C'est très important. Donc quand vous avez une étude dynamique à faire, il faut toujours définir un système. Donc système objet, système, je sais pas, chariot, système poulie plus treuil, etc. comme on le faisait l'année passée, n'est-ce pas? Après avoir défini le système, qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir un référentiel et un repère. Ça aussi, c'est très important. Parce que, rappelez-vous en seconde, quand vous faisiez l'étude du mouvement, on vous a dit que un mouvement, un mobile se déplace toujours par rapport à un référentiel. Il se déplace toujours par rapport à un repère. Et ce repère-là, ce n'est rien d'autre qu'un solide ou un ensemble de solides à partir duquel donc le mouvement est étudié. Il est très important de choisir le repère et le référentiel. Donc ça te permet quand même de pouvoir définir ton mouvement et de savoir quelles sont les propriétés qui vont s'appliquer donc à partir de là-bas. D'accord? Après maintenant,
il faut faire le bilan des forces extérieures appliquées au système. Maintenant ici, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire le bilan de toutes les forces. Donc il faut mettre toutes les forces donc dans le système. Bon, pareil, là, c'est là où tu pourras voir les forces extérieures. Parce que quand tu étudies un système, dans un système, c'est par rapport au système que tu choisis, quelles sont les forces extérieures et quelles sont les forces intérieures. Après, vous allez voir, quand tu choisis un système, donc automatiquement, toutes les forces qui sont extérieures au système vont se voir. Parce qu'une force extérieure, c'est une force qui n'agit pas à l'intérieur du système, n'est-ce pas? Pourquoi on choisit les forces extérieures? Parce que généralement, les forces intérieures, dañuy compenser wante. Les forces intérieures se compensent dans un système. Leur somme est toujours égale à vecteur nul. Les forces extérieures vont être plus importantes. Maintenant, tout va dépendre du système qui a été choisi. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Il faut faire un schéma clair en représentant toutes les forces, donc comme je te le dis, et les axes de repère. Les schémas, gars, il faut faire beaucoup d'efforts sur les schémas. Donc, deflen ay schémas nice, faites de beaux schémas. S'il le faut, utiliser des couleurs, comme je vous le dis, généralement. Donc, il ne faut pas venir prendre un stylo ou bien autre chose, faire des schémas. Donc, mettez de bons schémas, tracez des plans inclinés, des cercles. Vraiment, dessin, ça ne doit pas être très compliqué, n'est-ce pas? Après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On vous dit, il faut utiliser les lois de la dynamique et les exploiter parce que ce sont ces lois-là qui vous permettent quand même, voilà, d'effectuer votre étude dynamique. Il faut les connaître, donc il faut nécessairement maîtriser ces lois-là et savoir comment ces lois fonctionnent. Parce que aussi, comme on le dit, sans maîtrise, la puissance n'est rien. D'accord. Maintenant, après, on dit faire la projection des relations vectorielles sur les axes. Ça aussi, certains élèves ont des soucis avec ça parce que quand vous définissez des systèmes d'axes, il faudra nécessairement après faire des projections. Les systèmes d'axes, comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous êtes sur un plan incliné ou bien chose, donc généralement, l'axe des ordonnées, c'est ça qui va vous donner l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées va passer par la réaction. Donc la réaction normale va porter l'axe des ordonnées. Après la perpendiculaire, donc sera l'axe des abscisses. Mais bon, Lolo, c'est pas méchant. Après, on va avoir ça. Maintenant, après, enfin, on nous dit, il faut faire une étude cinématique. Il faut savoir que la dynamique, donc, elle nous sert, comme je te l'ai dit au départ, de trouver les paramètres cinématiques. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on vous demande en dynamique? Même après avoir fait donc les études dynamiques, on vous demande soit des paramètres. Donc, on vous demande un temps qui a été parcouru, ou bien une vitesse, n'est-ce pas? Ou bien une position. Parfois même, on vous demande une force, etc. Donc là, c'est une étude dynamique, c'est une étude cinématique que vous faites généralement après. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. L'essentiel, respecte voilà, donc l'ordre qui a été donné ici pour faire l'étude dynamique. Là, je crois qu'après, pour le reste, ça ne doit pas poser de problème. D'accord. Maintenant, après, on va faire un petit rappel. Parce que aussi, avant de démarrer, il faudra que on est d'accord. Donc, on va d'abord rappeler la relation fondamentale de la dynamique qu'on appelle aussi la deuxième loi de Newton. Parce que la première loi, donc c'est le principe de l'inertie. Voilà, donc la deuxième loi maintenant, c'est la relation fondamentale. La troisième loi maintenant, c'est le principe des actions réciproques. Parce que Newton a mis en place ces trois lois-là qu'on appelle vraiment donc les lois de la mécanique classique. On est d'accord. La relation fondamentale de la dynamique nous dit quoi? Nous dit que dans un système, donc dans un système en mouvement, généralement, donc la somme des forces extérieures est égale à MA, c'est-à-dire est égale donc à M multiplié par le vecteur accélération. Cette relation, elle donne en même temps la première relation parce que si le mobile est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme, s'il est au repos, il n'a pas d'accélération, il n'a pas de vitesse, donc somme des forces égale vecteur nul. S'il est en mouvement rectiligne uniforme, on sait que l'accélération est nulle. Du coup, somme des forces égale vecteur nul. Donc, tu vois que cette loi, elle est très intéressante parce que c'est une loi généralisée qui permet donc de l'appliquer
pour en même temps définir la première loi. On est d'accord. Autre chose qu'il faut connaître aussi, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc, mon tamit, il va revenir et parfois, il va beaucoup vous aider. Donc, vous allez voir que parfois même, il y a la relation qu'on obtient grâce à la deuxième loi. Parfois, on peut l'obtenir grâce au théorème de l'énergie cinétique. Mais on va voir ça après. Donc, ce théorème nous dit quoi? Nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, ça aussi, c'est très important. Et j'insiste aussi sur les forces extérieures. Donc, parce que les systèmes, c'est toujours, c'est généralement les forces extérieures qui vont régler les problèmes. Donc maintenant, il faut aussi avoir le théorème de l'énergie potentielle en poche qui nous dit que la variation de l'énergie potentielle est égale donc à l'opposé de la somme des forces intérieures cette fois-ci, parce que l'énergie potentielle, c'est l'énergie que pourrait posséder donc un système. D'accord, donc du coup, il faudrait nécessairement que ça soit l'action des forces intérieures qui définissent donc ce théorème de l'énergie potentielle. Enfin, donc, le théorème de l'énergie mécanique, lui, il nous dit quoi? Il nous dit que la variation de l'énergie mécanique est égale au travail, à la somme plutôt des travaux des forces conservatives. On est d'accord? Donc là, c'est plutôt les forces non conservatives, n'est-ce pas? Donc les forces qui vont pas intervenir, qui vont empêcher le système donc d'aller vers l'avant. Donc j'insiste sur ça, c'est plutôt donc non conservatif plutôt que conservatif. C'est bon. Maintenant, ça c'était pour un petit rappel. Là maintenant, on va travailler avec un plan incliné avec une force de traction, c'est-à-dire nous avons un plan incliné. Donc comme tu le vois, nous avons une force qui va déplacer notre mobile, et comme cette force-là, c'est une force de traction, c'est une force qui va permettre au mobile donc d'effectuer une montée. On est d'accord. Voici le bilan des forces. Nous avons la réaction normale, la force de traction, les forces de frottement et le poids. Moi, je l'ai pris dans le cadre général. Parfois, on vous dit qu'il n'y a pas de frottement. Donc, dans ce cas, il faudra éliminer F, n'est-ce pas? Petit f, autant pour moi. Le plan incliné, il sera incliné d'un angle alpha. Si on vous donne la pente, j'ai l'habitude de dire que c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que la pente donne le sinus. Donc, sinus alpha, vous allez remplacer ça par la pente. Si on vous dit par exemple, nous avons un plan incliné de 8% par exemple, le sinus de alpha donc sera égal à 8 sur 100. Donc c'est aussi simple que ça. Avec ce plan incliné, on va commencer par faire notre système. Donc le système, c'est le solide. Le référentiel terrestre supposé galiléen. Notre bilan des forces, nous avons donc grand F, petit f, Rn et P. Et si on applique le TCI, donc ça nous fait F plus Rn plus P plus M est égal à MA, qui est donc l'accélération de ce système-là, madame, l'accélération du solide. Maintenant, après avoir effectué ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une projection sur les axes. Généralement, on projette sur l'axe l'axe OX. Pourquoi? Parce que sur l'axe des ordonnées, l'accélération, nous sommes sur un plan, nous sommes sur une partie, même si c'est pas horizontal, c'est rectiligne. Et j'ai dit que quand nous sommes sur une partie rectiligne, l'accélération et la vitesse donc vont avoir le même sens. On va avoir la même direction plutôt. Le mobile se déplace ici, donc sur cette partie. Comme le mobile se déplace de façon rectiligne, l'accélération aussi va avoir une direction rectiligne. Quand si on projette sur l'axe des ordonnées aussi, ça ne te permet pas d'avoir l'accélération. On est d'accord? Quand on fait attention bas. Donc du coup, c'est la projection sur l'axe OX généralement qui nous donne la formule et qui nous donne plutôt l'accélération. Et en projetant sur OX, donc voilà ce que nous avons. F se trouve dans le sens normal. P, en projetant, on est dans le sens opposé. Donc l'angle alpha va venir ici, ce qui va nous faire moins P sinus alpha, comme tu le vois. F, il est dans le sens opposé, donc c'est moins F, est égal à MA, qui est l'accélération de notre système. Là maintenant, on peut tout juste transposer et avoir donc MA est égal à comment ça s'appelle, F moins mg sin alpha moins F. On remplace juste P par mg, c'est pas compliqué. Et là, en divisant par m, on obtient que l'accélération du système est égale à F moins petit f, donc B là en Y sur m,
moins maintenant, au lieu de mg sinus alpha, on va diviser par m et avoir g sin alpha. Légui, voici l'accélération de notre système. On est d'accord. Légui, j'attire ton attention sur une chose. S'il n'y avait pas de frottement, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de frottement, donc du coup, l'accélération serait égale à f sur m moins g sin alpha. D'accord. Donc, l'accélération va être beaucoup plus grande s'il n'y aurait pas de frottement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, s'il n'y avait pas de force de traction, qu'est-ce qui allait se passer? S'il n'y avait pas de force de traction, grand F serait égal à 0. Donc, on va avoir A, c'est moins petit f sur m, moins g sin alpha. Donc, du coup, on va avoir moins fm plus g sin alpha. L'accélération est négative. Et quand l'accélération est négative, qu'est-ce que cela montre? Ça montre que le mouvement est uniformément décéléré. Cela veut dire que le solide ne va pas monter éternellement, il va redescendre, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'est une logique, et c'est une logique quand même qui est applicable ou bien qui est rapidement comprise grâce donc à ce théorème très très beau qui est donc le TCI. D'accord? Maintenant, on va essayer autre chose. Donc là, on a sorti cette formule de l'accélération grâce au TCI. On va essayer maintenant d'appliquer le TEC pour sortir cette voilà donc cette formule. On va tout simplement définir x, la distance qui a été parcourue par le mobile sur ce plan là, le plan incliné. Donc supposons que le mobile a parcouru une distance x ici. Et donc, en démarrant, il va démarrer avec une vitesse nulle, c'est-à-dire l'énergie cinétique initiale égale 0, car la vitesse initiale est nulle. Maintenant, si on le fait en appliquant le TCI, ou plutôt en appliquant le TEC, on nous dit que la variation donc va être égale à la somme des travaux des forces donc qui sont extérieures au système. Légui, c'est donc travail de F plus travail de Rn plus travail de P plus travail de petit f. D'accord? Légui, ça c'est la variation de l'énergie cinétique. On vient de dire que ECI égale 0, donc du coup, on va savoir que ECI est le tout simplement. Donc c'est 1 demi de mv carré, ça c'est pour l'énergie cinétique. Donc c'est travail de F c'est F multiplié par déplacement. Le déplacement c'est X, donc c'est Fx moins petit f aussi c'est moins Fx, donc il n'y a pas de souci. Pour P, son travail c'est mg L sin alpha toujours. Notre L ici c'est le déplacement X. C'est pourquoi nous avons donc mgx sinus alpha. D'accord? Le travail de Rn nul. Pourquoi? Parce que perpendiculaire au déplacement. Là, je crois que c'est pas compliqué. Maintenant, on va faire quelque chose. Ici, regarde, on va factoriser par x. Si on le fait, nous allons avoir f moins petit f moins mg sin alpha x. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons effectuer une dérivée de chaque membre, car si on a deux fonctions f et g qui sont égales, si f égale g, donc f' égale g'. C'est ça qu'on applique. En dérivant maintenant cette partie, c'est aussi égal à la dérivée de cette partie. Je te rappelle que nous sommes en physique, donc on dérive en utilisant une variation, par exemple, une variable, quoi. Donc on met d sur dt. En le faisant maintenant, on va dériver cette partie. On sait que 1 demi est une constante, donc ça va sortir. Parce que la dérivée de KU, c'est toujours KU'. Donc on peut sortir 1 demi et mettre donc 1 demi de m, parce que même m est une constante. On est que donc d de v carré sur dt. Ici, c'est la dérivée de ax, parce que c'est une constante. Ici, x est en fonction du temps. Donc, la dérivée de x par rapport au temps, on sait que la position dérivée par rapport au temps donne la vitesse, n'est-ce pas? Aussi, tu y veilles. Maintenant, on va faire cette dérivée, tu vas voir. On sait que, donc là, c'est la dérivée de f puissance n. Donc, c'est n, ou bien c'est la dérivée de u puissance n. Donc, ça fait n u puissance n moins 1, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes lois qui s'appliquent en mathématiques. N u', n c'est égal à 2. Donc, le 2 sort. U', c'est la dérivée de v. La dérivée de v, c'est a. U puissance n moins 1, donc v puissance 2 moins 1, ça te donne v. Tu vas voir que les v là vont se simplifier très facilement. Donc en le simplifiant, donc on obtient ça qu'on reconnaît bien. Donc nous avons ma mf moins f moins mg sin alpha. En divisant, on obtient donc l'accélération qui a été demandée, c'est-à-dire a est égal à grand f moins petit f sur m
moins g sinus de alpha. Donc maintenant, comme l'accélération a été déterminée, tout le reste ne va pas être compliqué. Parce que après, comme l'accélération est une constante, le mouvement est uniformément accéléré ou bien varié pour faire simple. À partir de là, on peut déterminer l'équation horaire de ce mobile sur ce plan. De la même façon, on peut définir également donc l'équation de la vitesse et calculer les paramètres. Maintenant, on peut calculer le temps de parcours ou bien on peut calculer donc le truc comment ça s'appelle, la vitesse à laquelle donc ce mobile va atteindre un point ou sur le plan incliné ou bien un autre point. Donc vous voyez que c'est très intéressant, c'est très facile aussi. On y va maintenant sur une partie suivante, donc c'est-à-dire la chute sur un plan incliné. Maintenant vous allez voir que ici notre mobile, au lieu d'effectuer une montée, il va effectuer une descente, et en effectuant cette descente là, il va descendre autant pour moi sous l'action de son poids. Mais il y a des frottements sur la piste. Donc on va commencer par notre système. Donc le système, c'est le solide. Le référentiel terrestre supposé galiléen, les forces appliquées, c'est le poids, la réaction normale et le frottement. Donc là, en appliquant le TCI, on va avoir donc P plus Rn plus F égale MA. Et là, maintenant, on va projeter sur OX et avoir mg sin alpha. Regarde si on projette. Maintenant, on est sur la partie positive. Et là, F mom, c'est toujours moins parce que les frottements sont toujours donc négatifs. Égale MA. La projection de Rn donne 0. Donc, du coup, on peut pouvoir voilà, transposer, avoir donc là, on divise directement par M. Donc, beaucoup divisé, tu vas voir que on aura G sin alpha moins F sur M. Donc, et là, ça va être, voilà, donc notre accélération. S'il n'y avait pas de frottement, comme nous là, donc l'accélération serait égale donc à G sin alpha, c'est-à-dire que le mobile va tomber sur l'action de son poids, tout simplement, et même là, il va tomber sur l'action de son poids, parce que bon, c'est ça qui va être supérieur à ça. Mais bon, là, il n'y a pas de souci, parce que généralement, même dans certains exos, on peut vous le demander. Quelle doit être la valeur minimale de F? Excusez-moi, on peut te demander quelle est la valeur minimale de F donc pour avoir une chute, parce que il y a une certaine valeur de F pour laquelle le mobile ne va pas se déplacer vers le bas, n'est-ce pas? Et là, on peut tout simplement poser ça égale 0. Et là, maintenant, on va transposer, avoir F est égal à mg sin alpha. Donc, du coup, petit f égale P sin alpha. Donc, il faut que la force F soit inférieure strictement donc à P sin alpha, ou bien inférieure égale à P sin alpha, pour que le mobile puisse effectuer donc une chute. À partir de là, nous avons notre accélération. Donc, vous allez voir, on peut faire maintenant l'équation horaire de la chute. Car comme l'accélération est constante, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc, je rappelle que l'équation d'un mouvement accéléré, c'est 1 demi de AT carré plus V0T plus X0. Dans le cas où on va considérer la vitesse de départ comme 0 et la position de départ, on considère ça comme la position initiale. Donc, notre équation horaire va être tout simplement 1 demi facteur de G sin alpha moins Fm T carré. Donc, voici notre équation horaire. Et ça va nous permettre donc d'avoir tout ce qu'on veut. Parce qu'à partir de cette équation, on peut avoir l'équation de la vitesse qui va être égale à G sin alpha moins Fmt. Et donc du coup, on peut effectuer donc voilà certaines manipulations et voir par exemple en bas de piste quel va être donc le temps qui va être mis. À supposer qu'on nous dise par exemple que le mobile parcourt une distance par exemple L. Sur cette distance L là, on peut tout simplement remplacer X par L et voir le temps qui a été mis. Et le temps qui a été mis, excusez-moi, donc le temps qui a été mis, oh là là, donc là, voilà, donc le temps qui a été mis une fois qu'on le connaît, en remplaçant sur l'équation de la vitesse, on peut avoir la vitesse en bas de pente. C'est bon? On y va parce que déjà donc on est sur le système articulé. Donc un système articulé, c'est un système sur un plan incliné. Nous avons donc deux solides qui ont été reliés par un fil. Et ces deux solides reliés par un fil donc vont avoir une interaction. Donc soit le système va descendre, donc maintenant B ça va descendre, l'autre ça va monter.
soit c'est celui-là 1 qui va monter et aussi le 2 qui va descendre. Mais dans tous les cas, il faut effectuer une étude générale parce que tout ce système-là va avoir une même accélération. On va voir ça tout de suite. Donc, si on choisit le système S1, donc on va choisir d'abord ce système. Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen, les forces appliquées, nous avons T, qui est T1 qui est la tension du fil. Nous avons Rn qui est la réaction normale et P1 donc qui est le poids de S1. C'est ça, le poids de S1, oui. Donc, c'est ça qui va constituer nos forces extérieures. En appliquant le TCI, on aura donc P1 plus T1 plus Rn plutôt est égal à M1A, donc avec A qui est l'accélération de tout le système. Et en projetant sur l'axe OX, nous avons moins P1 sin alpha plus T1 est égal à M1A parce que la projection de Rn, je te rappelle, va donner 0 sur l'axe des abscisses. Donc, ce qui nous permet de dire T1, donc parce que il s'agira de déterminer T1 et de l'égaliser avec T2 parce que généralement le fil est inextensible, donc la tension est la même partout sur le fil. Donc comme T1 est égal à M1G sin alpha plus M1A, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va étudier le deuxième système, c'est-à-dire on va étudier le système S2 et avoir donc bilan des forces. Donc nous avons P2 et T2. Dans ce cas, le TCI va nous donner P2 plus T2 est égal à M2A. D'accord? Du coup, ici, on va projeter sur OY, on va projeter donc sur la verticale et avoir donc, comme ce solide-là va descendre, on va avoir donc P2 moins T2 égale M2A et T2 donc est égal à M2G moins M2A. De ce fait, nous avons T1, nous avons T2. On dira que comme le fil est inextensible, donc T1 est égal à T2 en égalisant. Donc voilà ce que nous avons. Après maintenant, il s'agira de transposer ce qui a A ici et ce qui n'en a pas. Et là, on va avoir ça. Donc du coup, on factorise par A et avoir donc A est égal à M2G moins M1G sin alpha sur M1 plus M2. D'accord. Je vais te montrer une astuce pour toujours vérifier si vraiment donc tu as trouvé. Peu importe le nombre d'articulations, si on avait ici N solide articulé et P solide articulé de l'autre côté, tout va dépendre du système. L'accélération qui va être donnée va dépendre donc du sens de déplacement. Si le mobile se déplace vers le bas, donc Bouboba, ce sont les masses qui sont là qui vont l'emporter. Madame, ce sont les masses qui sont là qui vont montrer donc comment ça s'appelle, qui seront donc sur ce côté. Parce que si le solide se déplace vers le bas, c'est-à-dire c'est ce côté-là qui est plus lourd que ce côté, n'est-ce pas? Et si le solide se déplace comme ça, cela veut dire tout simplement que c'est ce côté-là qui est plus lourd que ce côté-là. Donc si nous avons N poids ici et N poids là, donc si cette partie-là est plus lourde, donc c'est cette partie qui est plus lourde qui va se trouver donc sur la première partie. Donc tu vois ici, on a un seul on a un seul solide articulé. Si on avait ici P solide articulé, on va avoir donc de l'autre côté MP, madame, la masse des P solides fois toujours G. Donc ça toujours G, facteur de la somme des masses qui sont sur ce côté. Et moins maintenant, comment ça s'appelle, la somme de ces masses qui sont sur ce côté, G, facteur de G sin alpha, parce que ce sera toujours par rapport à alpha. Et au dénominateur, donc on aura toujours la somme de toutes les masses. D'accord? Je te montre ça, c'est une méthode. Je vais te montrer une méthode qui est plus rapide même. Ça te permet quand même de gagner du temps. Donc tu vas voir ça. On va considérer le système S1, S2, poulie et corde. Madame, on va essayer de considérer le système de telle sorte que les tensions vont être à l'intérieur du système. Quand les tensions sont à l'intérieur du système, avec le TCI, on prend les forces extérieures. On est d'accord. Si on considère S1, S2, poulie et corde, donc tu vas voir que ici les forces extérieures ne seront pas nombreuses. Les forces extérieures, c'est P1, Rn et P2. Parce que comme le système, la corde a été prise comme système, donc les tensions vont être des forces intérieures au système. Et avec le TCI, on prend uniquement les forces extérieures.
Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement que le TCI, on va faire la somme des forces. Donc, P1, P2, Rn va être égal à la somme des masses. Parce que, rappelle-toi, avec le TCI, c'est la masse du système. Donc, la masse ici est représentée par la masse de M1 et la masse de M2. Donc, ça va être P1 plus P2 plus Rn est égal à la somme des masses multipliée par l'accélération du système. En projetant maintenant, et ici, quand on projette dans le sens du mouvement, c'est-à-dire est-ce qu'on descend, est-ce qu'on monte. Donc comme on descend, donc on va projeter dans le sens du mouvement, c'est-à-dire P1 va être projeté sur ce sens-là, P2 va être projeté sur ce sens. Donc du coup, da ngay am lan, da ngay am que M1 plus M2A, parce que l'accélération va suivre le mouvement. Donc M2G, pourquoi? Parce que nous avons le sens du mouvement, c'est là, moins M1G sin alpha, parce que da ngay am moins P1 sin alpha, mon montant. D'accord? Et tu vois que rapidement, tu retrouves ce qui a été demandé. Donc l'accélération est égale donc à M2G moins moins M1G sin alpha sur M1 plus M2. Je m'excuse, donc voilà. Donc c'est ça. Et bon, c'est plus rapide, mais day fekk nga mën maîtriser aussi donc comment manipuler les systèmes. Mais si vraiment vous le comprenez, je vous suggère cette méthode car elle est beaucoup plus rapide. C'est bon, donc ça c'était la première. On y va pour la